14 septembre 1991. Une femme de 52 ans sort acheter un gâteau d'anniversaire pour son fils. Le trajet, 300 mètres. Le temps estimé, 5 minutes. Elle ne reviendra jamais. Aucune trace, aucun témoin, aucune explication. Pendant 30 ans, cette disparition reste un mystère absolu, jusqu'à ce qu'une photo oubliée dans un grenier change tout. Cette image, développée mais jamais récupérée, montre Élise Marceau 2 minutes après sa sortie de chez elle. Ce que personne ne savait, c'est que cette photo allait tout remettre en question. Car sur ce cliché pris par hasard, on distingue quelque chose que les enquêteurs n'avaient jamais vu. Un détail invisible pendant 3 décennies. Un élément qui transforme une disparition inexpliquée en une affaire glaçante. Et tout commence dans une rue ordinaire de Lille, un samedi après-midi comme les autres, lorsqu'une mère décide de descendre chercher un dessert pour son fils. Laurent Marceau attend sa mère dans l'appartement familial. Il a 27 ans, c'est son anniversaire. La table est dressée, le repas est presque prêt. Il regarde l'horloge, 18h10, puis 18h20, puis 18h40. Élise ne répond pas au téléphone, elle ne rentre pas. À 19h30, Laurent descend dans la rue. La boulangerie est fermée. Personne ne l'a vu. Le lendemain matin, il dépose une plainte pour disparition inquiétante. Et commence alors l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire criminelle française. Lille, début des années 90. La ville vit encore sans téléphone portable, sans caméra de surveillance omniprésente, sans GPS. Les disparitions de cette époque laissent peu de traces numériques. Élise Marceau vit seule depuis son divorce en 1986. Elle travaille comme secrétaire médicale dans un cabinet de quartier. Femme discrète, organisée, sans histoire. Aucun problème de santé connu. Aucune dette. Aucun conflit. Une vie simple et rangée dans un 2 pièces rue de la Monnaie. Son fils Laurent est son unique enfant. Ils se voient régulièrement. Leur relation est décrite comme affectueuse et stable par tous les proches interrogés. Ce 14 septembre 1991, Laurent a pris le train depuis Paris où il étudie l'architecture. Il arrive chez sa mère vers 17h. Ils discutent, préparant le dîner ensemble. Vers 18h, Élise réalise qu'elle a oublié d'acheter un gâteau. Elle décide d'aller en chercher un à la boulangerie de la Mare, située à exactement 280 mètres de son immeuble. Elle enfile un gilet beige, prend son sac en bandoulière contenant son porte-monnaie et ses clés. Laurent lui propose de l'accompagner. Elle refuse en souriant. Elle en a pour 5 minutes. Elle descend les 3 étages à pied. Un voisin du 2e étage, M. Blanchard, la croise dans l'escalier à 18h04 précise. Il rentre d'une promenade et consulte sa montre en entrant. Il sera le dernier à voir Élise Marceau vivante. Du moins, c'est ce que tout le monde croira pendant 30 ans. Le trajet entre l'immeuble et la boulangerie est direct. Rue de la Monnaie, puis à droite, rue des Tanneurs. Aucune ruelle sombre, aucun passage isolé. Un samedi soir de septembre, il fait encore jour. Le quartier est animé, des commerces sont ouverts, des passants circulent. Pourtant, entre 18h04 et 18h10, Élise Marceau disparaît, littéralement. Sans un cri, sans un témoin, sans laisser la moindre trace matérielle. Comme si elle s'était volatilisée en pleine rue. Si cette histoire vous intrigue autant qu'elle nous fascine, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune enquête. Laissez un like si vous aimez les cold cases résolus par des détails improbables. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. On adore savoir qui suit ces mystères avec nous, partout dans le monde. Laurent Marceau commence à s'inquiéter vers 18h30. Ce n'est pas dans les habitudes de sa mère de traîner. Il descend vérifier si elle est tombée dans l'escalier. Rien. Il sort dans la rue, marche jusqu'à la boulangerie, fermée. Le rideau est baissé depuis 18h15. Il interroge les commerçants voisins encore ouverts. Personne n'a vu Élise. Une fleuriste se souvient d'une femme en gilet beige passant devant sa boutique vers 18h, mais sans certitude. C'est tout. À 19h, Laurent retourne à l'appartement. Il appelle les hôpitaux. Aucune admission correspondant au profil de sa mère. Il contacte les amis d'Élise. Personne ne l'a vue. À 19h45, il se rend au commissariat du quartier. L'agent de permanence note sa déposition avec une certaine bienveillance, mais sans urgence particulière. Une femme de 52 ans partie faire des courses depuis moins de 2 heures, ça n'est pas encore une urgence. On lui conseille d'attendre jusqu'au lendemain matin. Laurent passe la nuit dans l'appartement de sa mère.
Il ne dort pas. Il compose son numéro toutes les 20 minutes. Aucune réponse. À 7 heures du matin, il retourne au commissariat. Cette fois, un officier plus expérimenté prend l'affaire au sérieux. Les premières recherches sont lancées. On interroge les voisins de l'immeuble. Monsieur Blanchard confirme avoir croisé Élise dans l'escalier à 18h04. Il est formel sur l'heure. Il était pressé de regarder le journal télévisé qui commençait à 18h10. Les enquêteurs reconstituent le parcours théorique. De l'immeuble à la boulangerie, 2 minutes 30 de marche normale. Élise aurait dû arriver vers 18h06, 18h07 maximum, mais la boulangerie a fermé à 18h15. Le boulanger, interrogé, affirme qu'aucune cliente correspondant à cette description n'est entrée après 18h. La dernière cliente de la journée était une jeune femme venue acheter une baguette à 17h58. Donc Élise n'est jamais arrivée à destination. Elle a disparu quelque part sur ces 280 mètres. Les forces de l'ordre organisent une battue dans le quartier. On fouille les cours intérieures, les caves, les parkings souterrains. On vérifie les poubelles, les terrains vagues proches. Rien. Pas un vêtement. Pas un objet. Pas une goutte de sang. Les enquêteurs interrogent tous les résidents des immeubles longeant le trajet. Personne n'a rien vu ni entendu d'inhabituel. Personne ne se souvient d'une femme en gilet beige ce soir-là, à part la fleuriste dont le témoignage reste flou. On vérifie les relevés téléphoniques du domicile d'Élise. Aucun appel passé ou reçu dans les jours précédant sa disparition qui pourrait indiquer une rencontre planifiée. Ses collègues de travail sont interrogés. Tous décrivent une femme tranquille, ponctuelle, sans problème. Aucun comportement suspect, aucune confidence inquiétante. Le cabinet médical où elle travaille confirme qu'elle devait revenir le lundi suivant. Elle n'avait demandé aucun congé. Ses affaires personnelles sont restées dans son bureau. Les enquêteurs explorent la piste d'un départ volontaire. Ils examinent ses comptes bancaires. Aucun retrait important avant la disparition. Aucune transaction après. Sa carte bleue n'a jamais été utilisée. Son livret d'épargne contient 18 000 francs, intact. Si Élise avait voulu fuir, elle aurait eu besoin d'argent. Rien ne bouge sur ses comptes, pas un centime. Les semaines passent sans le moindre indice. L'affaire commence à refroidir dangereusement. On interroge l'ex-mari d'Élise, Georges Marceau. Le divorce remonte à 5 ans. La séparation s'est faite sans violence particulière. Georges s'est remarié en 1989 et vit désormais à Lyon. Le jour de la disparition, il participait à un repas de famille avec sa nouvelle épouse et ses beaux-parents. Son alibi est solide. Il n'a aucun motif apparent. Les relations avec Élise étaient cordiales, distantes, sans conflit ouvert. Il n'hérite de rien. Laurent est le seul bénéficiaire. Les enquêteurs examinent aussi la piste criminelle. Y avait-il un prédateur actif dans le quartier à cette époque? Les archives révèlent 2 agressions sexuelles non résolues dans le secteur en 1989 et 1990. Mais les victimes étaient beaucoup plus jeunes, agressées de nuit, dans des lieux isolés. Le modus operandi ne correspond pas. Élise disparaît en début de soirée dans une rue passante, sans cri, sans lutte visible. Impossible qu'elle ait été enlevée sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Les mois passent, l'enquête piétine. Les médias locaux évoquent brièvement l'affaire, puis l'oublient. Laurent continue d'appeler le commissariat chaque semaine, puis chaque mois. Il refuse de vider l'appartement de sa mère. Il paie le loyer avec ses économies, espérant son retour. En mai 1992, l'affaire est officiellement classée sans suite. Aucune piste exploitable. Aucun élément nouveau. Élise Marceau rejoint la longue liste des disparitions inexpliquées en France. Un dossier de plus dans les archives poussiéreuses. Laurent termine ses études, devient architecte, se marie, a 2 enfants. Mais il ne renonce jamais. Chaque année, le 14 septembre, il retourne rue de la Monnaie. Il marche le trajet que sa mère aurait dû parcourir. Il pose des questions aux nouveaux habitants du quartier. Personne ne se souvient. Les commerces ont changé. Les gens sont partis. Le temps efface les souvenirs. Mais Laurent garde l'appartement familial. Il ne peut pas se résoudre à le vendre tant qu'il n'a pas de réponse. En 2021, Laurent a 57 ans. Ses enfants ont grandi. Il prend sa retraite anticipée. Il décide enfin de vendre l'appartement de la rue de la Monnaie. 30 ans se sont écoulés. Sa mère aurait 82 ans. Il a fait son deuil, d'une certaine manière. Mais l'absence de réponse le hante toujours. En août 2021, il commence à vider les lieux. Des cartons s'accumulent dans les pièces.
vêtements, livres, vaisselle, souvenirs. Et puis il monte au grenier. Le grenier de l'immeuble est commun, divisé en box individuelles fermées par des cadenas. Le box d'Élise n'a jamais été ouvert depuis 1991. Laurent force la serrure rouillée. À l'intérieur, des valises anciennes, des jouets de son enfance, des albums photos jaunis et un carton marqué « Photo Renard, développement en attente ». Photo Renard était un petit studio de photographie du quartier tenu par un certain Monsieur Renard. Laurent se souvient vaguement de lui. Le magasin a fermé début 1993. Laurent ouvre le carton. Il contient une dizaine de pellicules jamais développées, des enveloppes Kraft avec des négatifs et quelques tirages photographiques épars. Certains datent visiblement des années 70 ou 80. Des photos de mariage, de communion, de portraits d'enfants. Pourquoi ce carton se trouvait-il chez Élise? Laurent suppose qu'elle avait dû accepter de stocker des archives du photographe avant sa fermeture, un service rendu à un commerçant du quartier qu'elle connaissait bien. Il feuillette les enveloppes sans grande attention, puis il tombe sur une série de 6 tirages agrafés ensemble, datés du 16 septembre 1991, 2 jours après la disparition de sa mère. Les photos montrent des scènes de rue prises depuis une fenêtre ou un balcon. Des passants, des voitures, des façades. Rien de particulier. Laurent s'apprête à les mettre de côté quand son regard se fige sur la 3e photo. Une femme en gilet beige, de dos, marchant sur un trottoir. Il reconnaît immédiatement le gilet. C'était celui de sa mère. Le même beige clair, le même modèle avec les poches plaquées. Il retourne la photo. Au dos, une annotation manuscrite. Rue des Tanneurs, 18h06, 14, 09, 91. Laurent sent son cœur s'emballer. Cette photo a été prise 6 minutes après que M. Blanchard a croisé Élise dans l'escalier. 6 minutes après sa sortie de l'immeuble. C'est elle. C'est forcément elle. Et cette photo prouve qu'elle était encore vivante à 18h06. Mais surtout, cette photo montre quelque chose d'autre. Quelque chose que Laurent n'avait jamais envisagé. Quelque chose que personne n'avait cherché en 1991 parce que personne ne savait que cette image existait. Sur la photo, légèrement floue à l'arrière-plan, on distingue une silhouette masculine marchant derrière Élise. Un homme en veste sombre. Il est à environ 5 mètres d'elle. Il semble la suivre. Et surtout, il semble tourner la tête vers elle, comme s'il l'observait. Laurent appelle immédiatement la police. Après 30 ans, l'affaire Élise Marceau vient de rouvrir. Une photo oubliée, développée mais jamais récupérée, stockée par erreur dans un grenier, devient la première piste solide depuis 1991. Les enquêteurs modernes vont pouvoir analyser cette image avec des technologies qui n'existaient pas à l'époque. Agrandir, améliorer, identifier. Et peut-être enfin comprendre ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, rue des Tanneurs, à 18h06, quand Élise Marceau marchait vers une boulangerie fermée. Mais une question demeure. Qui a pris cette photo? Pourquoi? Et surtout, pourquoi ne l'a-t-on jamais développée ni récupérée en 1991? L'enquête ne fait que commencer. Et ce que les policiers vont découvrir en analysant cette image va tout changer. Septembre 2021. Laurent Marceau remet la photo à la brigade criminelle de Lille. Le commandant Fournier, spécialiste des cold cases, prend l'affaire en main. Il commence par authentifier le cliché. L'enveloppe Kraft porte le tampon du studio Photo Renard, disparu depuis 1993. Le papier photo correspond aux standards de l'époque. La date manuscrite au dos semble contemporaine du développement. Aucun signe de falsification. Cette photo est authentique et date bien du 14 septembre 1991. Les techniciens numérisent l'image en haute résolution. Ils utilisent des logiciels de restauration et d'amélioration d'image pour extraire un maximum de détails. La femme en gilet beige est photographiée de 3/4 dos, à environ 15 mètres de l'objectif. On distingue son profil gauche partiellement, ses cheveux courts châtains, sa démarche normale sans signe de stress, son sac en bandoulière. Tout correspond à la description d'Élise Marceau, telle que Laurent s'en souvient. L'analyse de l'homme à l'arrière-plan révèle des détails troublants. Il porte une veste en cuir sombre, un jean, des chaussures de ville. Il est grand, environ 1,80 m, corpulence moyenne, cheveux courts, âge estimé entre 35 et 45 ans. Son visage est partiellement visible, tourné vers Élise. Les techniciens parviennent à extraire un agrandissement, flou mais exploitable.
On distingue une mâchoire carrée, un nez droit, des lunettes à monture fine. Un visage banal. Un homme ordinaire qui pourrait être n'importe qui. Mais c'est sa posture qui interpelle les enquêteurs. Il marche exactement dans la direction d'Élise, à distance constante, pas assez près pour éveiller des soupçons, pas assez loin pour être un simple passant sans lien. Il la suit. C'est une certitude. Les experts en analyse comportementale confirment. Cet homme est focalisé sur Élise. Sa tête est tournée vers elle alors que son corps avance. C'est un comportement typique de filature ou de prédation. Il ne regarde pas où il va. Il regarde sa cible. Le commandant Fournier reconstitue la scène. Élise sort de son immeuble à 18h04. Elle marche rue de la Monnaie. Elle tourne à droite rue des Tanneurs à 18h05 environ. À 18h06, elle est photographiée, suivie par un homme. Deux questions se posent immédiatement. Où se trouvait cet homme avant? Et qui a pris cette photo? Pour répondre, il faut identifier le photographe. Le studio Photo Renard a fermé en 1993. Monsieur Renard est décédé en 2005, mais sa fille, Sylvie Renard, vit toujours à Lille. Les enquêteurs la retrouvent. Sylvie a 62 ans. Elle se souvient parfaitement du studio familial. Son père développait des pellicules pour les particuliers du quartier. En septembre 1991, elle l'aidait parfois au magasin. Quand on lui montre la photo d'Élise, elle fronce les sourcils. Elle se souvient de cette série. Ces clichés n'ont jamais été commandés par un client. Ils ont été pris par son père lui-même depuis la fenêtre de leur appartement, situé juste au-dessus du studio, rue des Tanneurs. Pourquoi M. Renard photographiait-il la rue ce jour-là? Sylvie explique que son père était un passionné de photographie urbaine. Il prenait souvent des clichés de scènes de rue depuis sa fenêtre pour tester des pellicules, des réglages, des effets de lumière. Il avait des centaines de photos de ce type, jamais exposées, jamais montrées. Juste des exercices techniques. Le 14 septembre 1991, il testait une nouvelle pellicule couleur arrivée la veille. Il a photographié la rue en fin d'après-midi pour profiter de la lumière rasante. Sylvie précise que son père a développé cette série le 16 septembre, 2 jours plus tard. À ce moment-là, la disparition d'Élise Marceau faisait déjà parler dans le quartier. Mais M. Renard ne regardait pas vraiment ces photos de rue. Il archivait simplement les négatifs et les tirages. Il n'a jamais réalisé qu'il avait photographié Élise juste avant sa disparition. Et personne ne le lui a jamais demandé. La police de 1991 n'a jamais pensé à interroger les photographes du quartier. L'idée qu'une photo puisse exister ne les a jamais effleurés. Pourquoi ces tirages se sont-ils retrouvés chez Élise? Sylvie a une hypothèse. En 1992, son père a dû faire un tri dans ses archives avant de fermer définitivement le studio. Il a probablement donné ou vendu des lots de vieux négatifs et tirages à des connaissances. Élise était une cliente régulière. Elle faisait développer ses pellicules de vacances chez Photo Renard depuis des années. Monsieur Renard lui a peut-être confié ce carton en lui demandant de le stocker temporairement. Puis il est décédé en 2005 sans jamais récupérer ses archives. Grâce à cette photo, les enquêteurs peuvent enfin établir avec certitude qu'Élise a bien parcouru une partie du trajet vers la boulangerie. Elle a quitté son immeuble, marché rue de la Monnaie, tourné rue des Tanneurs et était encore en vie et en mouvement à 18h06. Mais la boulangerie se trouve 100 mètres plus loin. Elle aurait dû y arriver vers 18h07, 18h08 maximum. Or, le boulanger affirme qu'elle n'est jamais entrée. Donc, entre 18h06 et 18h08, quelque chose s'est passé. Un événement décisif. Et cet homme en veste sombre en est peut-être la clé. Le commandant Fournier lance une campagne d'appel à témoins médiatiques. La photo d'Élise et de l'homme mystérieux est diffusée dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Les médias s'emparent de l'affaire. 30 ans après, une photo oubliée relance l'enquête sur la disparition d'Élise Marceau. L'histoire fascine. Des centaines de témoignages affluent. Certains croient reconnaître l'homme. D'autres prétendent avoir vu Élise ce soir-là. Mais la plupart des pistes se révèlent infondées. Les souvenirs après 30 ans sont brumeux, déformés. Un témoin, cependant, retient l'attention. Un ancien habitant du quartier, M. Delvaux, aujourd'hui âgé de 78 ans, affirme avoir vu une scène étrange le soir du 14 septembre 1991. Il rentrait chez lui vers 18h10, rue des Tanneurs.
Il a vu une voiture sombre, peut-être une Renault 21, garée en double fil, moteur allumé. Ça l'avait irrité parce que la voiture bloquait partiellement la circulation. Il se souvient d'avoir pensé que le conducteur était un malotru. Il n'a rien signalé à l'époque parce que ça lui semblait anodin. Les enquêteurs recoupent ce témoignage avec la photo. Si Élise était rue des Tanneurs à 18h06 et qu'une voiture suspecte y était garée à 18h10, il existe une fenêtre temporelle de 4 minutes pendant laquelle quelque chose a pu se produire. Une voiture en double fil. Un homme qui suit Élise. Un enlèvement éclair. Pas de cri parce que peut-être une arme. Pas de témoin parce que tout s'est passé en quelques secondes. Une portière qui s'ouvre, une main qui pousse, une disparition instantanée. Le commandant Fournier demande une reconstitution numérique de la scène. Les informaticiens modélisent la rue des Tanneurs telle qu'elle était en 1991. Ils positionnent Élise d'après la photo. Ils placent l'homme en veste sombre. Ils ajoutent une Renault 21 garée 100 mètres plus loin, conformément au témoignage de Monsieur Delvaux. La reconstitution montre qu'Élise aurait dû croiser cette voiture environ 1 minute après la prise de photo. Si l'homme la suivait, il aurait pu la rejoindre au moment précis où elle passait devant le véhicule. Les archives de la préfecture sont consultées pour retrouver les immatriculations de Renault 21 enregistrées dans le secteur en 1991. Il y en a des centaines. Mais les enquêteurs croisent ces données avec les casiers judiciaires de l'époque. Ils recherchent des propriétaires ayant des antécédents pour agression, enlèvement, violence. Une quinzaine de noms ressortent. Parmi eux, un certain Patrick Levasseur, 41 ans en 1991, domicilié à 2 km de la rue de la Monnaie, propriétaire d'une Renault 21 grise immatriculée en 1988. Patrick Levasseur avait été condamné en 1985 pour tentative d'enlèvement d'une femme à Roubaix. Peine de 4 ans. Libéré en 1988 pour bonne conduite. En 1991, il vivait seul, travaillait comme chauffeur-livreur pour une entreprise de textile, un emploi qui lui donnait une grande liberté de mouvement. Il circulait quotidiennement dans l'île et ses environs. Son casier mentionne également une plainte pour harcèlement en 1990, classée sans suite, faute de preuves. Cet homme correspond au profil. Grand. Corpulence moyenne. Âge compatible. Les enquêteurs cherchent à localiser Patrick Levasseur en 2021. Ils découvrent qu'il est décédé en 2017 d'un cancer du poumon. Impasse. Impossible de l'interroger. Mais son dossier pénal contient une photo d'identité judiciaire prise en 1985. Les techniciens la comparent avec l'agrandissement de l'homme en veste sombre sur la photo de 1991. Résultat, similitude morphologique importante. Même carrure, même forme de visage, même allure générale. Ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est une correspondance probable. Les enquêteurs fouillent à la vie de Patrick Levasseur. Ils interrogent d'anciens collègues. Un chauffeur à la retraite se souvient que Levasseur parlait souvent des femmes qu'il croisait dans la rue. Il les observait, il les commentait. Un comportement malsain mais jamais criminalisé. En 1991, Levasseur habitait un pavillon à l'Homme, seul, divorcé depuis 1987, sans enfant. Après sa libération en 1988, il avait repris une vie discrète. Travail, appartement, pas d'amis proches, un homme invisible. Le commandant Fournier obtient un mandat pour fouiller l'ancienne propriété de Levasseur. Le pavillon a été revendu en 2018 après sa mort. Les nouveaux propriétaires acceptent que la police inspecte les lieux. Les techniciens passent le jardin au radar pénétrant. Ils recherchent des anomalies dans le sol, des perturbations, des zones où la terre aurait été remuée. Après 2 jours de recherche, ils détectent une anomalie sous l'ancien abri de jardin démoli en 2019. Une zone rectangulaire, environ 2 mètres sur 1 mètre. Une excavation est ordonnée. Le 12 octobre 2021, les pelleteuses creusent. À 1,20 m de profondeur, les outils heurtent quelque chose de solide. Les techniciens descendent dans la fosse. Ils dégagent à la main. C'est une bâche en plastique enroulée. Ils l'ouvrent avec précaution. À l'intérieur, des ossements humains. Un squelette presque complet. Des lambeaux de tissu beige. Un sac en bandoulière en cuir décomposé. Et, dans le sac, un porte-monnaie contenant une carte d'identité au nom d'Élise Marceau.
30 ans après sa disparition, Élise Marceau vient d'être retrouvée, enterrée dans le jardin de Patrick Levasseur. L'autopsie médico-légale révèle une fracture du crâne compatible avec un coup violent porté à l'arrière de la tête. Élise a été tuée rapidement, probablement sans avoir eu le temps de se défendre. L'analyse des ossements confirme que le décès remonte à environ 30 ans. Tout concorde. Patrick Levasseur a enlevé Élise Marceau le 14 septembre 1991, rue des Tanneurs, l'a tuée, puis a enterré son corps dans son jardin. Mais une question demeure. Pourquoi? Quel était le mobile? Élise et Levasseur se connaissaient-ils? Les enquêteurs creusent. Ils découvrent que Levasseur livrait régulièrement des fournitures médicales au cabinet où travaillait Élise. Entre 1989 et 1991, il est venu au moins une fois par semaine. Il la voyait, il la connaissait de vue. Peut-être même avait-il développé une obsession pour elle. Une fixation silencieuse. Le jour où il l'a aperçue dans la rue, seule, il a peut-être vu une opportunité. Les collègues d'Élise, interrogés à nouveau, se souviennent maintenant. Oui, il y avait un livreur un peu étrange. Il restait parfois dans le hall. Il observait. Élise en avait parlé une fois en 2020, disant qu'elle le trouvait bizarre, mais sans vraiment s'inquiéter. Personne n'avait pris ça au sérieux. C'était juste une remarque anodine. Et puis un jour, ce livreur avait cessé de venir. L'entreprise avait changé de prestataire fin 1991. Personne n'y avait repensé. Personne n'avait fait le lien. Novembre 2021. L'affaire Élise Marceau fait la une de tous les médias français. L'histoire de cette photo oubliée qui résout une disparition vieille de 30 ans fascine le public. Laurent Marceau accorde une interview à un journal national. Il raconte comment il a trouvé le carton dans le grenier, comment il a reconnu le gilet de sa mère, comment cette découverte a changé sa vie. Après 3 décennies d'attente, il sait enfin ce qui est arrivé. C'est une douleur immense. Mais c'est aussi un soulagement. Les analyses ADN confirment formellement l'identité des restes retrouvés. Il s'agit bien d'Élise Marceau. Le corps est restitué à Laurent. Des funérailles sont organisées en décembre 2021. Élise est inhumée au cimetière de l'Est à Lille, aux côtés de ses parents. Laurent dépose sur sa tombe une photo d'elle prise en 1990, souriante, vivante. Il y ajoute une petite plaque gravée « Maman, tu me manques, maintenant tu peux reposer en paix ». Le commandant Fournier rédige son rapport final. Il reconstitue minute par minute ce qui s'est passé le 14 septembre 1991. 18h04, Élise sort de son immeuble. 18h05, elle tourne rue des Tanneurs. 18h06, elle est photographiée par hasard, suivie par Patrick Levasseur. 18h07, elle arrive à hauteur de la Renault 21 garée en double fil. Levasseur la rattrape. Il l'interpelle peut-être sous un prétexte anodin. Puis, il sort une arme. Il la menace. Il la force à monter dans la voiture. Tout se passe en quelques secondes. La rue est relativement calme à ce moment précis. Personne ne remarque. Ou si quelqu'un remarque, personne n'intervient. Levasseur démarre immédiatement. Il roule jusqu'à son pavillon à l'Homme, à 15 minutes de là. Il gare la voiture dans son garage fermé. Élise est prisonnière. Peut-être essaie-t-elle de négocier, peut-être crie-t-elle. On ne saura jamais. Ce que l'on sait, c'est qu'à un moment, Levasseur la frappe violemment à la tête. Élise meurt sur le coup. Levasseur panique. Il vient de commettre un meurtre. Il doit se débarrasser du corps. Il attend la nuit. Vers 22h ou 23h, il creuse une fosse dans son jardin, sous l'abri de jardin. Il enroule Élise dans une bâche en plastique. Il l'enterre. Il recouvre de terre. Il remet des outils de jardinage par-dessus. Personne ne voit rien, personne ne sait. Le lendemain matin, Levasseur reprend son travail comme si de rien n'était. Il livre ses colis, il sourit aux clients. Il est un homme ordinaire. Pendant ce temps, Laurent cherche sa mère. La police enquête. Les médias parlent de disparitions mystérieuses. Mais personne ne pense à Patrick Levasseur. Personne ne fait le lien entre un livreur banal et une femme disparue. En 1991, les enquêtes manquent de moyens techniques. Pas de caméras de surveillance, pas d'analyse ADN systématique, pas de croisement de données informatisées. Levasseur passe entre les mailles. Il devient un tueur invisible. Élise devient une disparue inexpliquée. Les années passent. Levasseur continue sa vie.
Il change d'employeur en 1993. Il déménage en 2005 mais conserve son pavillon de l'homme qu'il loue à des étudiants. Ses locataires ne se doutent de rien. Ils vivent au-dessus d'une tombe clandestine pendant des années. Levasseur, lui, ne retourne jamais sur place. Il fuit peut-être le souvenir de son crime, ou peut-être préfère-t-il oublier. En 2017, il meurt d'un cancer. Il emporte son secret dans la tombe. Sauf qu'il n'a pas compté sur une photo oubliée dans un grenier. Le procureur de la République de Lille classe l'affaire. Il n'y aura pas de procès puisque le coupable est mort, mais l'affaire est officiellement résolue. Patrick Levasseur est identifié comme l'assassin d'Élise Marceau. Son nom est inscrit dans les archives judiciaires. Le dossier est clos. Pour Laurent, c'est une victoire amère. Justice est faite d'une certaine manière, mais Levasseur ne paiera jamais. Il est mort libre, sans avoir jamais été inquiété. C'est une injustice supplémentaire. Les médias interrogent des experts en criminologie. Tous soulignent l'importance de cette photo oubliée. Sans elle, l'affaire serait restée à jamais non résolue. C'est un cas unique dans l'histoire criminelle française. Une preuve photographique accidentelle, développée mais jamais exploitée, qui ressurgit 3 décennies plus tard et permet de résoudre un meurtre. C'est presque miraculeux. Et cela montre que même dans les affaires les plus froides, un détail oublié peut tout changer. Sylvie Renard, la fille du photographe, est bouleversée. Elle se rend compte que son père a photographié Élise Marceau quelques minutes avant son enlèvement, sans jamais le savoir. Si seulement il avait regardé ces photos avec attention en 1991, si seulement il avait fait le lien, peut-être que l'enquête aurait pris une autre tournure. Peut-être que Levasseur aurait été arrêté rapidement. Mais la vie est faite de ces hasards tragiques. Monsieur Renard est mort sans savoir qu'il détenait une preuve capitale. Le commandant Fournier organise une conférence de presse pour expliquer les détails de l'enquête. Il montre la photo agrandie. Il détaille la reconstitution. Il explique comment les technologies modernes ont permis d'identifier Levasseur. Il remercie Laurent Marceau pour sa ténacité. Sans lui, le carton serait resté dans le grenier. La photo n'aurait jamais été retrouvée. Élise serait restée dans ce jardin pour toujours. C'est grâce à Laurent que sa mère a enfin pu être retrouvée et inhumée dignement. Les anciens enquêteurs de 1991, ceux qui avaient travaillé sur la disparition initiale, sont contactés par les journalistes. Certains sont à la retraite, d'autres sont décédés. Ceux qui répondent expriment leur frustration. Ils avaient en fait de leur mieux avec les moyens de l'époque. Mais ils n'avaient aucune piste, aucun témoin fiable, aucune preuve matérielle. Ils avaient interrogé des dizaines de personnes, fouillé des dizaines de lieux, mais Patrick Levasseur n'était jamais apparu sur leur radar. C'est une défaite professionnelle qui les hante encore. Un détail troublant émerge pendant l'enquête de 2021. En consultant les archives de la police de 1991, les enquêteurs découvrent qu'un témoin anonyme avait appelé le commissariat le 17 septembre 1991. Cette personne affirmait avoir vu une femme, correspondant à la description d'Élise, monter dans une voiture sombre rue des Tanneurs le 14 septembre vers 18 h. Mais ce témoignage avait été jugé peu fiable et n'avait jamais été suivi. Aucun nom n'avait été noté. Aucun rappel n'avait été fait. Ce témoin avait peut-être vu l'enlèvement, mais personne ne l'avait cru. 30 ans plus tard, impossible de retrouver ce témoin anonyme. Peut-être est-il décédé, peut-être a-t-il oublié, peut-être regrette-t-il de ne pas avoir insisté davantage en 1991. C'est l'une des tragédies de cette affaire. Des signaux ont existé, mais ils ont été ignorés ou minimisés. La police de l'époque n'avait pas les outils pour relier les points. Et Patrick Levasseur a profité de cette faille pour échapper à la justice pendant 30 ans. Laurent Marceau retourne une dernière fois rue des Tanneurs. Il se tient à l'endroit exact où sa mère a été photographiée en 1991. Il regarde autour de lui. La rue a changé, les façades ont été rénovées, les commerces sont différents, mais c'est toujours la même rue, le même trottoir, le même décor où sa mère a marché pour la dernière fois. Il reste là quelques minutes, silencieux, puis il s'en va. Il ne reviendra plus. Il a tourné la page. En 2022, un documentaire est réalisé sur l'affaire Élise Marceau. Il retrace toute l'histoire depuis la disparition en 1991 jusqu'à la découverte du corps en 2021. Des images d'archives montrent le quartier à l'époque. Des interviews de Laurent, de Sylvie Renard, du commandant Fournier
apporte des témoignages de première main. Le documentaire est diffusé sur une chaîne nationale et rencontre un large succès. L'affaire devient emblématique des cold cases résolus grâce à des détails oubliés. Des associations de victimes de disparition contactent Laurent. Elles lui demandent de témoigner, de partager son expérience. Laurent accepte. Il raconte comment il n'a jamais abandonné, comment il a continué de chercher pendant 30 ans, comment il a gardé l'appartement de sa mère, comment cette obstination a fini par payer. Son message est simple, ne jamais renoncer, ne jamais oublier, garder espoir même quand tout semble perdu, parce qu'un jour peut-être une réponse viendra, même des décennies plus tard. L'affaire Élise Marceau pose aussi des questions éthiques. Doit-on continuer à enquêter sur des disparitions anciennes, alors que les coupables potentiels sont morts? Certains juristes estiment que oui, pour la vérité et pour les familles. D'autres considèrent que c'est une dépense inutile de moyens publics. Le débat reste ouvert. Mais pour Laurent Marceau, il n'y a aucun doute. Savoir ce qui est arrivé à sa mère n'a pas de prix. Même si le coupable n'a jamais été jugé, la vérité a été établie. Et c'est déjà une forme de justice. En 2023, une stèle commémorative est posée rue des Tanneurs, à l'endroit où Élise a été photographiée. Une petite plaque de bronze gravée, ici, le 14 septembre 1991, Élise Marceau a marché pour la dernière fois, en mémoire d'une mère disparue et retrouvée. Laurent assiste à l'inauguration. Il dépose une rose blanche au pied de la stèle. Des habitants du quartier viennent se recueillir. C'est un moment sobre, émouvant, nécessaire. La rue n'oubliera plus. Janvier 2024. 3 ans après la découverte de la photo, l'affaire Élise Marceau continue de fasciner. Des chercheurs en criminologie étudiaient le dossier pour comprendre pourquoi l'enquête de 1991 a échoué. Ils identifient plusieurs facteurs: manque de coordination entre les services, absence de technologie moderne, préjugés sur les disparitions de femmes d'âge mûr qu'on imaginait volontaires. En 1991, beaucoup pensaient qu'Élise était simplement partie refaire sa vie ailleurs. Personne n'a vraiment envisagé l'hypothèse d'un enlèvement. Un ancien collègue de Patrick Levasseur accepte enfin de parler. Il s'appelle Bernard Caron, il a aujourd'hui 72 ans. Il a travaillé avec Levasseur entre 1989 et 1992 dans la même entreprise de livraison. Il raconte que Levasseur était un homme étrange, silencieux, solitaire. Il parlait rarement de sa vie privée, mais parfois il faisait des remarques déplacées sur les femmes qu'il croisait lors de ses tournées. Il les décrivait avec insistance. Il notait leur apparence, leurs horaires. Ça mettait mal à l'aise. Bernard se souvient d'un incident en 1990. Une cliente avait appelé l'entreprise pour se plaindre. Elle disait que Levasseur était revenu plusieurs fois chez elle alors qu'elle n'avait rien commandé. Il sonnait à sa porte sous prétexte de vérifier une livraison. Elle avait fini par avoir peur. L'entreprise avait retiré Levasseur de cette tournée. Mais rien de plus. Pas de sanction. Pas de signalement à la police. Juste un changement de secteur. Avec le recul, Bernard réalise que c'était un signal d'alarme. Levasseur était dangereux, mais personne ne l'avait pris au sérieux. Les enquêteurs rouvrent les archives de Levasseur. Ils découvrent qu'en 1987, une autre femme avait déposé une main courante contre lui pour harcèlement. Elle habitait à Tourcoing. Levasseur passait régulièrement devant chez elle. Il la fixait depuis sa voiture. Elle avait noté son numéro de plaque. La police avait convoqué Levasseur. Il avait nié. Aucune preuve matérielle, aucune suite. La main courante avait été classée. Cette femme, contactée en 2024, se souvient parfaitement. Elle dit qu'elle a eu très peur à l'époque. Elle avait changé ses habitudes pour éviter de le croiser. Ces éléments dessinent le portrait d'un prédateur. Levasseur n'était probablement pas un tueur en série au sens classique, mais c'était un homme qui observait les femmes, les suivait, les harcelait. Élise Marceau n'était peut-être pas sa première victime, ou peut-être que si. Peut-être que le meurtre d'Élise était un passage à l'acte unique, opportuniste, non prémédité. Levasseur l'a vue dans la rue. Il l'a reconnue. Il a cédé à une impulsion. Il l'a suivie. Puis tout a dégénéré. Le commandant Fournier se demande s'il existe d'autres victimes. Il lance des recherches dans les bases de données nationales. Il cherche des disparitions de femmes non résolues dans le Nord entre 1985 et 2005, période où Levasseur était actif. Plusieurs cas ressortent. 3 femmes disparues sans trace.
Aucune n'a été retrouvée. Leurs profils sont similaires, femmes entre 40 et 60 ans, vivant seules, disparues en journée dans des circonstances banales. Mais aucune preuve ne relie Levasseur à ces affaires. Ce sont peut-être des coïncidences, ou peut-être pas. Parmi ces disparitions, une retient particulièrement l'attention. Michèle Dubois, 48 ans, disparue en juillet 1993 à Roubaix. Elle aussi était sortie faire une course. Elle n'est jamais rentrée. L'enquête de l'époque n'a rien donné. Michèle reste officiellement disparue. En 2024, les enquêteurs contactent la famille. Le fils de Michèle, Alain Dubois, accepte de fournir un échantillon ADN. Si le corps de sa mère est un jour retrouvé, il pourra être identifié. Les enquêteurs prévoient de fouiller d'autres propriétés ayant appartenu à Levasseur. Mais c'est un travail long et coûteux. Laurent Marceau suit ces développements avec attention. Il espère que d'autres familles pourront avoir des réponses comme lui. Il sait ce que c'est que de vivre dans l'incertitude pendant des décennies. Si Levasseur a tué d'autres femmes, leurs proches méritent de savoir. Laurent offre même de financer une partie des recherches avec l'argent de la vente de l'appartement de sa mère. C'est sa manière de transformer un drame personnel en action collective. En mars 2024, les fouilles commencent dans une ancienne maison de campagne que Levasseur possédait à Avelin, à 20 km de Lille. Il l'avait achetée en 1990 et revendue en 2001. Les propriétaires actuels acceptent les recherches. Les radars pénétrants scannent le terrain. Aucune anomalie n'est détectée. Après 3 jours de fouilles, rien n'est trouvé. Si Levasseur a enterré d'autres victimes, ce n'est pas là. Les enquêteurs continuent leurs recherches. Ils vérifient les anciens garages qu'il louait, les parkings où il garait ses véhicules, les zones boisées qu'il fréquentait. Mais rien ne ressort. Parallèlement, des psychologues criminels analysent le profil de Levasseur. Ils concluent qu'il correspondait au type du tueur opportuniste. Pas un psychopathe organisé planifiant méthodiquement ses crimes. Plutôt un individu impulsif, passant à l'acte sous l'effet d'une pulsion soudaine. Le fait qu'il ait enterré Élise dans son propre jardin indique une panique, une improvisation. Un tueur expérimenté aurait choisi un lieu plus discret, plus éloigné. Levasseur a agi dans l'urgence. Il a pris des risques énormes. Cette analyse suggère que le meurtre d'Élise était probablement son premier, et peut-être son seul. Les autres disparitions non résolues sont peut-être sans lien. C'est une hypothèse rassurante, mais elle reste invérifiable. Levasseur est mort. On ne pourra jamais l'interroger. On ne saura jamais avec certitude s'il y a eu d'autres victimes. C'est une frustration que Laurent Marceau et le commandant Fournier doivent accepter. La vérité a des limites. En avril 2024, une exposition temporaire est organisée au Musée de la Criminologie de Paris. Elle s'intitule « Quand une photo change tout », l'affaire Élise Marceau. L'exposition présente la photo originale, des objets retrouvés sur le corps d'Élise, des documents d'enquête, des témoignages vidéo. Des milliers de visiteurs viennent découvrir cette histoire. Beaucoup sont émus. Certains laissent des messages dans un livre d'or. « Repose en paix, Élise. Merci à Laurent pour sa persévérance. Justice pour toutes les disparues. » Laurent visite l'exposition lors de son inauguration. Il reste longtemps devant la photo agrandie de sa mère. C'est la dernière image d'elle vivante. Elle marche, elle avance. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Laurent pense à tous ces moments où il a marché dans cette même rue, cherchant désespérément une trace. Il réalise que la réponse était là, dans un grenier, dans un carton oublié, pendant tout ce temps. C'est presque insoutenable, mais c'est aussi une leçon. Les réponses existent parfois là où on ne les cherche pas. Un journaliste demande à Laurent s'il regrette d'avoir attendu 30 ans pour vider l'appartement. Laurent répond sans hésiter « Non, il ne regrette rien. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a gardé l'appartement parce que c'était sa manière de garder sa mère vivante. Et finalement, c'est précisément parce qu'il a gardé cet appartement que la photo a pu être trouvée. Si Laurent avait tout vendu en 1992, le carton aurait été jeté. La preuve aurait disparu. Élise ne serait jamais retrouvée. Le destin fonctionne de manière mystérieuse. En juin 2024, une loi est proposée au Parlement français. Elle vise à améliorer le traitement des disparitions inquiétantes. Elle prévoit la création d'une base de données centralisée, la formation spécifique des enquêteurs, l'utilisation systématique des nouvelles technologies. La loi s'appelle « Loi Élise Marceau ».
Laurent est invité à l'Assemblée nationale pour assister au vote. La loi est adoptée à l'unanimité. C'est une victoire symbolique. Élise devient un nom associé à un progrès. Sa mort n'aura pas été totalement vaine. Des avocats spécialisés en droit des victimes saluent cette avancée. Ils expliquent que pendant des décennies, les disparitions d'adultes étaient souvent minimisées par les autorités. On partait du principe que les adultes avaient le droit de disparaître volontairement, mais cette approche négligeait les cas de crime. Désormais, chaque disparition sera traitée comme potentiellement criminelle, jusqu'à preuve du contraire. C'est un changement de paradigme majeur, et c'est l'affaire Élise Marceau qui l'a déclenché. Laurent Marceau participe à des conférences dans toute la France. Il raconte son histoire devant des policiers, des magistrats, des associations de familles de disparus. Il insiste sur l'importance de ne jamais abandonner. Il encourage les familles à conserver tous les documents, toutes les photos, tous les objets qui pourraient un jour servir de preuve. Il dit que même le détail le plus anodin peut devenir essentiel des années plus tard. Son témoignage inspire. Beaucoup de familles lui écrivent pour le remercier. Elles se sentent moins seules. En septembre 2024, 33 ans après la disparition d'Élise, Laurent organise une cérémonie commémorative. Elle se tient au cimetière de l'Est, devant la tombe de sa mère. Des proches, des amis, des journalistes, des policiers sont présents. Laurent lit un texte qu'il a écrit. « Maman, tu as disparu un jour de septembre. Je t'ai cherché toute ma vie. Aujourd'hui, je sais où tu es. Tu reposes enfin. Et moi, je peux enfin avancer. Je ne t'oublierai jamais. Tu restes dans mon cœur chaque jour, pour toujours. » Octobre 2024. L'affaire Élise Marceau continue d'avoir des répercussions. Des enquêteurs du monde entier contactent le commandant Fournier pour étudier la méthode utilisée. Ils veulent savoir comment une photo oubliée a permis de résoudre un cold case. Fournier explique que la clé a été la combinaison de plusieurs facteurs. La conservation accidentelle de la photo, la ténacité de Laurent, les technologies modernes d'analyse d'images et le croisement de données historiques. C'est un alignement de circonstances presque miraculeux. Inspiré par cette affaire, plusieurs pays lancent des programmes de numérisation d'archives photographiques anciennes. L'idée est de scanner des milliers de photos prises par des amateurs, des journalistes locaux, des photographes de rue dans les années 70, 80, 90. Ces images contiennent peut-être des indices invisibles à l'époque, mais exploitables aujourd'hui. En France, un projet pilote est lancé dans le Nord. Des milliers de pellicules et de tirages stockés dans des bibliothèques, des musées, des greniers, sont numérisés et analysés par intelligence artificielle. L'IA recherche des visages, des plaques d'immatriculation, des lieux. Elle croise ces données avec les bases de disparition non résolues. En quelques mois, 3 autres cold cases sont rouverts grâce à des photos retrouvées. Aucun n'est aussi spectaculaire que celui d'Élise Marceau, mais ce sont des avancées réelles. Des familles obtiennent enfin des réponses. Le projet est étendu à toute la France, puis à d'autres pays européens. La photo oubliée d'Élise devient le symbole d'une nouvelle ère dans les enquêtes criminelles. Laurent Marceau reçoit des invitations pour témoigner à l'étranger. Il se rend en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Partout, son histoire émeut. Il rencontre des familles de disparus. Il écoute leurs récits. Il partage son expérience. Il devient malgré lui un porte-parole des victimes oubliées. C'est un rôle qu'il n'a jamais cherché, mais qu'il assume avec dignité. Pour lui, c'est une manière de donner du sens au drame qu'il a vécu. Transformer la douleur en action. En décembre 2024, une série documentaire en 5 épisodes est diffusée sur une plateforme de streaming internationale. Elle s'intitule « La photo qui parle », Cold Case résolu par des images oubliées. Le premier épisode est consacré à Élise Marceau. Les autres épisodes explorent des affaires similaires dans le monde. La série rencontre un succès mondial. Des millions de spectateurs découvrent l'histoire d'Élise. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags apparaissent. Justice for Élise, Never Forget, Cold Case Solved. Certains internautes enquêtent par eux-mêmes. Ils retrouvent d'anciennes photos de l'île en 1991. Ils les partagent en ligne. Certains pensent reconnaître d'autres personnes sur ces images. Des théories émergent. Des débats s'ouvrent. Le commandant Fournier doit intervenir publiquement pour calmer les ardeurs. Il rappelle que seule la police peut mener des enquêtes officielles. Il met en garde contre les accusations infondées.
Mais il reconnaît aussi que cet intérêt populaire est une bonne chose. Il montre que les gens se soucient des victimes oubliées. Laurent Marceau publie un livre en mars 2025. Il s'intitule « 30 ans sans toi, le combat d'un fils pour retrouver sa mère ». Le livre raconte toute l'histoire depuis la disparition jusqu'à la découverte du corps. Laurent y livre ses émotions, ses doutes, ses espoirs. Il décrit les années de recherche solitaire, les nuits d'insomnie, les moments de désespoir, mais aussi la force qu'il a trouvée pour continuer. Le livre devient un best-seller en France. Il est traduit dans plusieurs langues. Les droits d'auteur du livre sont reversés à une association que Laurent vient de créer, Mémoire des disparus. L'association aide les familles de disparus à mener leurs propres recherches. Elle finance des analyses ADN, des expertises privées, des campagnes d'appels à témoins. Elle organise aussi des événements commémoratifs, des conférences, des ateliers de soutien psychologique. Laurent y consacre désormais tout son temps. C'est devenu sa mission de vie. Honorer la mémoire de sa mère en aidant les autres. En juin 2025, une cérémonie officielle est organisée à Lille. La rue des Tanneurs est rebaptisée rue Élise Marceau. Le maire de Lille prononce un discours émouvant. Il parle de la nécessité de se souvenir des victimes, de ne jamais banaliser les disparitions, de croire les familles quand elles disent que quelque chose ne va pas. Laurent dévoile la nouvelle plaque de rue, des applaudissements éclatent, des larmes coulent. C'est un moment historique pour la ville et pour la mémoire collective. Des élèves d'un lycée de Lille réalisent un projet scolaire sur l'affaire Élise Marceau. Ils interviewent Laurent, le commandant Fournier, Sylvie Renard. Ils visitent les lieux. Ils créent une exposition itinérante qui sera présentée dans plusieurs établissements scolaires de la région. L'objectif est d'éduquer les jeunes sur les dangers de la rue, l'importance des témoignages, le rôle de la justice. Le projet remporte un prix national. Laurent est invité à la remise des prix. Il est touché de voir que l'histoire de sa mère inspire les nouvelles générations. En septembre 2025, exactement 34 ans après la disparition d'Élise, Laurent retourne une dernière fois rue Élise Marceau. Il marche lentement sur le trottoir. Il s'arrête devant la stèle commémorative. Il dépose une rose blanche comme chaque année. Mais cette fois, il se sent différent, apaisé. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Sa mère a été retrouvée. Son assassin a été identifié. Une loi porte son nom. Une rue porte son nom. Élise ne sera jamais oubliée. Laurent peut enfin tourner la page. Il pense à tous les moments partagés avec sa mère. Les rires, les repas, les conversations, les anniversaires. Il pense aussi à ce 14 septembre 1991, ce jour où tout a basculé. Il réalise qu'il a passé plus de temps à chercher sa mère qu'il n'a passé de temps avec elle vivante. C'est une pensée douloureuse, mais c'est aussi une preuve d'amour absolu. Laurent a consacré sa vie entière à retrouver Élise. Peu de fils peuvent en dire autant. Le commandant Fournier prend sa retraite en octobre 2025. Lors de sa cérémonie de départ, il évoque l'affaire Élise Marceau comme le moment fort de sa carrière. Il dit que cette enquête lui a appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir des détails, à toujours creuser, à toujours croire qu'une réponse existe quelque part. Il remercie Laurent pour sa collaboration et sa patience. Il affirme que sans lui, Élise serait encore enterrée dans ce jardin oublié, anonyme. Laurent était le moteur de cette résolution. Fournier n'était que l'instrument. Des années plus tard, en 2030, des étudiants en criminologie de l'Université de Lille choisissent l'affaire Élise Marceau comme sujet de mémoire. Ils analysent chaque aspect de l'enquête. Ils reconstituent la chronologie. Ils interviewent les acteurs encore vivants. Leur travail devient une référence académique. L'affaire est désormais enseignée dans les écoles de police. Elle illustre l'importance de la conservation des preuves, de la persévérance des familles et du rôle des nouvelles technologies. Élise Marceau devient un cas d'école. Laurent Marceau vieillit. En 2035, il a 71 ans. Ses cheveux sont blancs. Il marche plus lentement. Mais il continue son travail à l'association Mémoire des disparus. Il a aidé des dizaines de familles à retrouver leurs proches. Certaines histoires se sont bien terminées, d'autres non. Mais chaque fois, Laurent apporte son expérience, son écoute, son espoir. Il dit souvent « Si moi j'ai réussi après 30 ans, alors tout est possible. Ne renoncez jamais. » Un jour d'avril 2040, Laurent reçoit un appel.
c'est Alain Dubois, le fils de Michel Dubois, cette femme disparue en 1993 à Roubaix. Alain a 65 ans maintenant. Il appelle pour annoncer une nouvelle incroyable. Le corps de sa mère vient d'être retrouvé. Pas dans une propriété de Levasseur, mais dans un terrain vague où des travaux de construction viennent de débuter. L'ADN a confirmé l'identité. Michel Dubois est morte en 1993. Mais son assassin n'était pas Patrick Levasseur. C'était un autre homme, identifié grâce à des traces ADN prélevées sur les restes. Un prédateur qui sévissait dans la région à la même époque. Laurent est soulagé. Cela signifie que Levasseur n'a probablement tué qu'Élise. Il n'était pas un tueur en série. C'était un acte isolé, une pulsion unique, une tragédie ponctuelle. Pour Laurent, c'est une sorte de closure supplémentaire. Il exprime ses condoléances à Alain. Il comprend ce qu'il traverse. Il lui offre son soutien. Les deux hommes, liés par le même drame, deviennent amis. Ils se retrouvent chaque année pour commémorer leur mère disparue et retrouvée. En 2045, 54 ans après la disparition d'Élise, Laurent Marceau décède paisiblement à l'âge de 81 ans. Il est inhumé aux côtés de sa mère au cimetière de l'Est. Sur sa tombe, une inscription simple. Laurent Marceau, fils aimant, combattant infatigable. Il n'a jamais renoncé. Des centaines de personnes assistent à ses funérailles. Des familles qu'il a aidées, des policiers qu'il a inspirés, des journalistes qui ont raconté son histoire. Tous viennent lui rendre hommage. Laurent laisse derrière lui un héritage immense. L'association Mémoire des disparus continue son travail après la mort de Laurent. Elle est dirigée par sa fille Marine Marceau, qui perpétue la mission de son père. La rue Élise Marceau à Lille reste un lieu de mémoire. Chaque année, le 14 septembre, une cérémonie y est organisée. On y honore toutes les victimes de disparitions non résolues. On y rappelle l'importance de ne jamais oublier. Et on y raconte l'histoire d'Élise et Laurent Marceau. Cette mère et ce fils séparés par un crime, mais réunis par l'amour et la détermination. En 2050, un monument est érigé à Lille. Il représente une main tenant une photographie. Le monument s'intitule « La mémoire qui ne meurt jamais ». Il est dédié à toutes les victimes de crimes non résolus. Le nom d'Élise Marceau y figure en première position, suivi de centaines d'autres noms. Le monument devient un lieu de recueillement national. Des gens du monde entier viennent y déposer des fleurs, des messages, des photos. C'est un symbole puissant. Les disparus ne sont jamais vraiment partis tant qu'on se souvient d'eux. L'histoire d'Élise Marceau est désormais enseignée dans les écoles françaises. Elle fait partie des programmes d'éducation civique et d'histoire contemporaine. Les enfants apprennent que même face à l'injustice, même face au silence, même face à l'oubli, il est possible de se battre. Ils apprennent que la vérité finit toujours par émerger, d'une manière ou d'une autre. Ils apprennent que chaque vie compte, chaque disparition mérite qu'on s'en souvienne, chaque victime mérite qu'on lui rende justice. Et tout cela a commencé par une simple photo. Une photo oubliée dans un grenier. Une photo prise par hasard un samedi soir de septembre 1991. Une photo qui n'aurait jamais dû exister, qui n'aurait jamais dû être retrouvée, qui n'aurait jamais dû changer quoi que ce soit. Mais qui a tout changé. Parce que parfois, dans l'obscurité la plus profonde, un détail minuscule suffit à faire jaillir la lumière. Et cette lumière, aussi tardive soit-elle, finit toujours par éclairer la vérité. Le 14 septembre 1991, Élise Marceau sort de chez elle pour acheter un gâteau. Elle disparaît en 5 minutes sur un trajet de 280 mètres. Pendant 30 ans, personne ne sait ce qui s'est passé. Puis, en 2021, une photo oubliée dans un grenier révèle tout. Cette photo montre Élise marchant dans la rue, suivie par un homme. Cet homme, Patrick Levasseur, l'a enlevée, tuée et enterrée dans son jardin. La photo permet de résoudre l'affaire, de retrouver le corps, d'identifier l'assassin. Laurent Marceau, le fils d'Élise, a attendu 30 ans. Il n'a jamais renoncé. Il a conservé l'appartement de sa mère. Il a gardé espoir. Et finalement, son obstination a payé. Grâce à lui, Élise a pu être retrouvée et inhumée dignement. Grâce à lui, la vérité a éclaté. Laurent a transformé son drame en combat. Il a créé une association. Il a inspiré des lois. Il a aidé des dizaines de familles. Son histoire prouve qu'il ne faut jamais abandonner, que la vérité existe toujours quelque part. L'affaire Élise Marceau a changé la manière dont on traite les disparitions en France. Une loi porte son nom. Une rue porte son nom.
Des monuments honorent sa mémoire. Elle est devenue un symbole. Un symbole de toutes les victimes oubliées, de toutes les familles qui cherchent, de tous ceux qui refusent le silence. Et tout cela grâce à une photo. Une simple photo, prise par hasard, développée mais jamais récupérée, oubliée pendant 3 décennies. Une photo qui a parlé quand plus personne ne parlait. Une photo qui a rendu justice quand tout semblait perdu.